bien, bonjour aux personnes présentes. Je ne m'appelle pas Denis Cristol, contrairement à ce qui est marqué en dessous de mon nom. Je m'appelle Olivier Ricvert et je vais animer cette séance ce soir. La communauté Innovation Publique Territoriale du CNFPT a mis en place ce rendez-vous pédagogique une fois tous les 15 jours. L'idée toute simple, c'est en 45 minutes de découvrir une expérience autour de l'innovation. Ce soir, c'est la démarche de co-conception de la refonte du site web de la mission Val-de-Loire qui va nous être présentée. La mission Val-de-Loire, c'est donc un syndicat mixte interrégional entre la région Val-de-Loire et la région Pays de la Loire, et une petite structure mais qui a un territoire très important. Mais Michael Poiroux, qui est chargé de mission innovation et numérique, va nous parler, va nous présenter ça tout de suite. Je vous parle des quelques règles qui vont nous permettre de fonctionner ce soir. Michael va faire sa présentation qui va être présente sur votre écran. Je vous propose, au fur et à mesure que vous avez des questions, de les indiquer dans la partie conversation qui se trouve en bas à gauche de votre écran, soit en la mettant au vu au-dessus de tout le monde, soit en vous adressant à moi en allant cliquer sur Denis Cristol dans la liste des participants. Si vous voulez prendre la parole, vous avez la possibilité d'utiliser le petit bonhomme qui est en haut de votre écran. Ça s'appelle lever la main, et à partir de là, moi j'essaie de voir comment on peut dialoguer. Voilà, voilà les quelques consignes. On va essayer de faire durer ça 45 minutes à peu près. Voilà, Michael, je te laisse la main après t'avoir remercié. Merci Olivier. Merci, bonjour à tous. Je suis donc Michael Poiroux. Je vais vous parler donc de l'histoire de la co-construction du portail ressources Val-de-Loire Patrimoine Mondial. La co-construction, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel la mission Val-de-Loire travaille depuis 5 ans, et que moi je porte spécifiquement en interne. Alors ce territoire, c'est peut-être important quand même de vous situer au départ. Le territoire sur lequel je travaille, moi, c'est donc le site inscrit au patrimoine mondial en amont d'Orléans jusqu'à la Val d'Angers. Donc sur Michael, tu vas pas partager ton doc là. Ah, je vais pas. Il faut que tu fasses partager mon écran. Alors, excuse-moi. J'y vais. Partager. C'est mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas raté le diapo. Je le mets en plein écran. Autant pour moi. Voilà. Donc, c'est ce territoire donc, en amont d'Orléans jusqu'à la Val d'Angers, qui suit globalement le corridor de la Loire, donc un territoire assez atypique, mais qui recouvre énormément des couches du millefeuille administratif français, si bien que en fait aucune structure n'existait pour en fait prendre en charge la gestion d'un tel bien. Et c'est pourquoi l'État en fait a demandé aux deux régions de créer ce syndicat mixte interrégional, une structure vraiment atypique. Donc nous on est basé à Tours. On est une équipe de 8 permanents, et on est en charge de coordonner et de fédérer les efforts de tous les acteurs qui contribuent à la préservation et à la valorisation de ce site. 10 ans après la création de la mission, parce que la mission s'est créée en 2002, une nouvelle directrice est arrivée, et elle a eu la volonté de transformer la mission Val-de-Loire pour passer d'une logique de silo métier, même si on était une dizaine, oui c'est possible d'avoir des silos même on n'est que 10, à une logique plus de transversalité en interne, et puis par l'externe, d'être dans une logique où on n'est plus dans faire pour les acteurs, prestataires de services entre guillemets presque, mais de faire avec les acteurs et de construire avec ces acteurs du territoire. Donc ça c'était la volonté de la direction, mais elle n'avait pas forcément une idée de comment on pouvait faire ça, et c'est là où j'ai proposé de faire intervenir en fait des designers de services et une sociologue de la communauté de la 27e région, puisque moi je participais en parallèle à la transfo Pays de la Loire
à laquelle Olivier Rickler justement participait. Et donc ces designers de services et de sociologues nous ont vraiment apporté une philosophie, des pratiques, des outils sur comment on peut travailler avec ces acteurs. Ça a vraiment été très formateur, surtout pour moi en interne, pour ensuite pouvoir déployer ce type de démarche. Ce qui est ressorti de ce travail avec ces designers, c'était 3 postures de la mission Val de Loire, c'est-à-dire tel que les acteurs nous perçoivent, mais en fait le rôle qu'on doit jouer. Donc tête de réseau Carrefour des acteurs, facilitateur, et puis centre de ressources. Alors depuis, on a renommé cette posture en structure ressources plutôt, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressortait des attentes des acteurs. Mais c'était quelque chose qu'on ne concrétisait pas, on ne savait pas forcément comment est-ce qu'on allait rendre ça tangible. Par exemple, on était vraiment très mauvais en termes de capitalisation de ce qu'on produisait. Et donc voilà, donc, toute la question se posait de comment on allait rendre ça matériellement possible. Donc on a, voilà, ça c'était 2012-2013 avec les designers. Donc ils nous ont accompagnés sur le début de ce projet, donc une phase d'exploration pour justement essayer de comprendre vers où on pouvait aller pour cette forme de ressources. Et puis ensuite, moi, j'ai piloté la suite du travail voilà, qui est en train de s'achever, on va dire, vraiment en ce moment. Donc c'est vraiment une démarche au long cours sur plusieurs années pour mettre en place ça. Les acteurs qu'on implique en fait là-dedans, comment ça fonctionne? On a une équipe projet qui était en fait constituée de 4 personnes, la directrice, moi et puis 2 autres collègues, donc qui étaient partie de l'équipe Mission Val de Loire. Voilà. Et puis il y a une équipe projet, ce que j'appelle élargie, dans laquelle j'inclus en fait les prestataires que je suis amené à faire travailler avec nous sur ce projet. Donc en l'occurrence, à un moment donné, sur la conception, des prestataires qui ont bossé sur la conception éditoriale et d'autres sur la conception graphique et ergonomique, puisque ça s'est traduit au final par une version site web. Et ensuite, on avait un second cercle qui sont les acteurs complices, qui sont en fait des partenaires privilégiés. Et donc, s'il y a ce terme de complice, c'est justement qu'il y a cette question de la complicité qui permet voilà, de travailler de manière plus étroite avec eux, de manière plus transparente, d'essayer vraiment de trouver des solutions ensemble. Et ensuite, un cercle plus élargi où là, c'est tous les acteurs du territoire avec lesquels on travaille qui étaient potentiellement concernés. Cette co-construction, elle s'échelonne vraiment tout au long du processus. En fait, on a un certain nombre de rencontres régulières, en violet là sur la diapo, qu'on a mis en place justement pour être Carrefour des acteurs. Donc tous les printemps et automnes, on a des rencontres à l'échelle interdépartementale, voire des fois un rendez-vous global pour tout le site inscrit. Et donc on profite de ces rendez-vous récurrents pour, à l'occasion de ces rencontres, mettre en place des ateliers de concertation, de co-construction sur nos projets, et donc en l'occurrence le portail ressources. Mais entre-temps, puisqu'on ne pouvait pas forcément attendre à chaque fois que ces rencontres aient lieu, on pouvait mettre en place des ateliers dédiés avec un plus petit nombre d'acteurs pour avancer, recueillir leur avis sur le projet. Et puis bien sûr des ateliers dédiés en interne où à un moment donné, on a aussi des réflexions et des arbitrages à faire par rapport à tout ce qui nous est remonté depuis les acteurs. Donc ça, je vais faire des zooms sur deux étapes, parce que je ne peux pas balayer l'ensemble du processus. Je vais mettre le zoom sur deux étapes. Une première étape, exploration, où là, on était donc accompagné par les prestataires de design, avec un premier atelier, en fait, où on avait 11 acteurs, plus 6 personnes de l'équipe Mission Val de Loire, qui était vraiment sur les fondements et le positionnement du centre de ressources. Et puis ensuite, un mois et demi, 2 mois après, à l'occasion des rencontres plus larges, là, 4 rencontres qui ont permis de toucher 160 acteurs, où là, on les a interrogés à la fois pour valider un peu ce qu'on s'était dit sur les questions de fondement et positionnement, et puis surtout aussi de voir avec eux les usages et fonctionnalités attendus. Sur le premier atelier, en fait, on a identifié des piliers,
qu'on appelait les piliers à l'époque, qui étaient des sortes voilà, de la manière dont on pouvait approcher cette question de centre de ressources, avec des visions différentes, voire antinomiques. Voilà, et l'idée, c'était de faire réagir les acteurs là-dessus, y compris en interne des collègues, pour savoir voilà, quelles étaient les grandes caractéristiques qu'il fallait qu'on retrouve dans cette question de centre de ressources et lesquelles éventuellement il fallait qu'on laisse de côté, quelles étaient les priorités. Le deuxième atelier, donc on fait ça dans nos rencontres, hein, donc on prend la salle des fêtes du village qui nous accueille puisqu'on a un site très rural au-delà des grandes agglomérations. Et puis bah, voilà, des ateliers par petits groupes pour qu'il y ait un maximum de participants qui soient actifs et qui donnent leur parole, avec une personne de la mission Val-de-Loire sur chaque table pour faire l'animation. Et ce type de rencontre, ça nous permet vraiment d'amender ce qu'on propose. Donc là, en gros, vous voyez, c'est la version corrigée, complétée, amendée de ce qu'on leur avait présenté. Voilà, qu'est-ce qui ressortait une fois qu'on avait discuté avec les gens par rapport à ce qu'on leur avait mis. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on laisse tomber, des choses qu'on priorise, des choses qu'on revoit. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on pouvait récupérer comme matériau. Et puis donc là, c'est le rendu de nos prestataires qui donnait voilà, des grandes briques d'usage de qu'est-ce qu'il fallait qu'on retrouve au sein de ce centre de ressources. Donc on voyait qu'on était parti pour, après, une logique de site internet. Ça, c'était la première étape. Donc un autre zoom sur la partie conception que là, moi j'ai piloté, donc en étant accompagné par des prestataires sur le volet éditorial et sur le volet graphique ergonomique pour faire le design du site, avec d'abord une première étape qui était sur la question du maquettage. Donc en fait, on a formé 2 équipes de 3 personnes, avec à chaque fois donc, une personne de la mission Val-de-Loire, moi-même, et dans l'autre équipe, mon binôme chargé de mission communication et animation des réseaux d'acteurs. Un des prestataires éditorial, ils étaient 2, donc il y en avait un dans chaque équipe. Le prestataire plutôt graphique, design, était dans l'autre équipe, parce que moi j'ai ces compétences-là de par web, de par ma carrière. Et puis j'avais fait appel pour mon équipe, moi un tiers, c'était assez intéressant, à quelqu'un qui était responsable du conseil en organisation à la ville d'Angers, agglomération d'Angers, qui n'avait rien à voir avec nous, avec qui j'étais en lien sur ces questions d'innovation, et qui était vraiment là pour apporter un regard extérieur, presque candide, et nous faire des retours aussi de comment il avait perçu les choses, à la fois en termes de méthode et puis en termes de fond, sur comment on faisait les choses. Donc ces 2 équipes, voilà, sur une journée, on part, et puis on va rencontrer les acteurs, une équipe, enfin, un atelier le matin, un atelier l'après-midi, et au total 16 acteurs rencontrés. Il n'y a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup, parce que finalement, c'était vraiment ces acteurs qu'on avait triés sur le volet, donc qui présentaient une belle diversité. Et donc, ça permet de recueillir vraiment beaucoup d'éléments. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec des collègues qui menaient une enquête sur le terrain pour recueillir la perception des habitants sur les paysages. Et en fait, ils disaient, voilà, une fois qu'on a rencontré 30 habitants, on a recueilli 80% des retours. Si on en rencontre 50, on aura 90%, mais à un moment donné, plus on augmente le nombre de gens et à un moment donné, on plafonne, on n'a pas de nouvelles idées forcément qui arrivent. Alors, ces ateliers étaient organisés de cette façon-là. Tout d'abord, on commençait par un tour de table, parce que tous les gens ne se connaissaient pas, donc ça permettait d'avoir un peu un effet brise-glace, de savoir un peu qui était qui. Ça permet de mettre les gens dans le bain, dans le sens où ils commencent par prendre la parole sur des choses qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire eux-mêmes, et c'est ensuite plus facile pour eux de prendre la parole et de réagir sur ce qu'on leur présente que si on arrivait pour leur présenter de but en blanc. Et puis nous, ça nous permet aussi de repérer c'est quoi leurs priorités, leurs enjeux, leurs difficultés du moment, et aussi d'avoir ça en tête ensuite quand on présente les choses pour leur dire bah, à tel moment, là vous parliez de ça, donc est-ce que nous, ce qu'on vous propose, ça pourrait correspondre, ou est-ce qu'on n'a pas compris, etc. Et ensuite 2 volets qui étaient sur l'utilisation et la contribution, puisque là on était sur des acteurs qui potentiellement pouvaient contribuer. Alors là, les diapos que je vous présente, c'est des diapos en fait que j'ai fait pour en faire une sorte de mode d'emploi à destination des prestataires avec qui je travaillais, comme en fait les designers avaient fait avec nous lorsqu'ils nous avaient accompagnés. C'est-à-dire que moi, les prestataires à qui j'ai fait appel, ils avaient leurs compétences sur le volet éditorial, sur le volet
conception graphique ergonomique, mais en fait, ils n'avaient vraiment pas la démarche de participation intégrée forcément dans leur process et dans leurs compétences. Donc du coup, voilà, là, l'idée c'était d'avoir ce type de support qui était donc une fiche recto verso avec 3 cases. Donc la première case qui décrit un besoin, un usage de nos acteurs, l'acteur en question et comment l'acteur va pouvoir utiliser le portail ressources, recueillir, retrouver des informations, des ressources, des compétences, un annuaire, des expériences qui vont venir le nourrir et l'aider à mettre en place son projet, à répondre à son besoin. Donc une double fiche où donc voilà, j'explique, voilà, en fait on la présente et puis pendant que les acteurs eux voient le côté face avec le petit dessin, nous au dos on a le petit speech qu'on peut lire pour décrire le cas d'usage aux acteurs. Et donc l'idée c'était de faire réagir les acteurs sur ces cas d'usage. Donc on avait une douzaine de cas d'usage très très différents qui permettaient de couvrir un peu l'ensemble et de recueillir en fait l'avis des utilisateurs sur voilà, est-ce que ça leur semblait crédible, non c'est pas ce type d'information dont on a besoin, non ce qu'on aurait vraiment plus besoin finalement c'est d'avoir des contacts de gens qu'ensuite on va appeler parce que de toute façon c'est quand les ayons qu'on pourra savoir ce qui est vraiment intéressant. Voilà, c'est recueillir ce type de ressenti auprès d'eux pour nous ajuster quelles sont les informations qu'il faut qu'on mette ou qu'on mette pas, lesquelles sont prioritaires et comment les hiérarchiser. Un autre élément sur lequel on devait réagir à cette occasion-là, c'était des maquettes pour tester en fait la pertinence et la hiérarchisation de la manière de structurer l'information. C'est-à-dire que de par les étapes précédentes, on avait identifié les clés d'entrée sur comment accéder aux ressources. Et donc l'idée, c'était de présenter ces clés d'entrée de manière différente pour voir lesquelles étaient les plus pertinentes pour les acteurs et comment les présenter de manière les plus intuitive possible. Voilà, donc là, en fait, l'idée, c'était qu'il y avait une diversité de maquettes vraiment différentes. Et nous, j'avais préparé des petites fiches avec la copie d'écran de la maquette et on pouvait sur chaque petite fiche noter ce que les gens nous disaient. Donc ce qui était intéressant, là vous les voyez, ce qui était intéressant c'était de voir bien celles sur lesquelles personne ne réagit, celles sur lesquelles les gens réagissent. Déjà ça donne un indicateur de ce qui n'est certainement pas intéressant ou ce qui saute pas aux yeux. Et ensuite on les questionnait sur voilà, qu'est-ce qu'ils trouvaient bien, pas bien. Donc ça permet de relever des questions de vocabulaire, de relever notamment voilà, l'importance du visuel, et comme je le disais, voilà, est-ce qu'il faut mieux construire les informations par type de ressources, est-ce qu'il faut mieux construire les informations par thématique, voilà, etc. etc. Donc ça, ces supports-là, en fait, moi je les ai bricolés sous PowerPoint. En fait, j'avais trouvé sur Internet différents sites que je trouvais intéressants et j'ai fait en fait des sortes de pastiches de ces sites Internet que j'avais trouvés en remettant nous des contenus à nous. Donc c'était des contenus crédibles, factices mais crédibles pour nos acteurs qui leur parlent et ça permettait voilà, de les faire réagir. Voilà, donc en gros le type d'atelier, donc là vous voyez en haut l'acteur, le prestataire qui est en train de lire le script et ensuite on pose toutes ces fiches sur la table, les gens peuvent les regarder et puis là quand les gens agissent sur les maquettes. Bon là en l'occurrence ils étaient debout, ce qui n'était pas forcément le plus pertinent finalement sur cet atelier, et l'atelier d'après ils l'ont eu plutôt dans les mains, c'était une réaction on avait des réactions différentes par rapport à un écran web, là, je pense que c'était mieux qu'il l'ait dans les mains. Ce qu'on ressort de tout ça, par exemple, c'est, là je vous ai mis un peu les éléments les plus pertinents, c'est donc une sorte de SWOT en haut là, qui nous permet de ressentir des grandes tendances en croisant 4 ateliers avec des acteurs très différents. Voilà, c'est quoi les éléments qui ressortent vraiment et voilà, et c'est des éléments importants parce que par exemple, dans le point de vigilance, le deuxième point c'est et le site web point d'interrogation. Et ça, très clairement, c'est un questionnement qui nous a suivis et qui a fait qu'à un moment donné, on a changé notre fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'au départ, on ne savait pas trop si on allait faire un site dédié pour les ressources ou si on allait faire une rubrique dédiée pour le portail ressources. Et puis finalement, les utilisateurs, les retours d'usage nous ont amené à nous dire mais non, en fait, il faut qu'on refonde complètement le site internet en lui donnant une fonction de ressource. Et il faut qu'on repense complètement toute l'architecture du site, orientée dans cette logique de être dans notre fonction de structure ressource. Et puis en bas, ce qui est pas mal non plus, c'est finalement les arguments que les gens donnent. C'est-à-dire à la fois mes collègues en interne et puis les utilisateurs. En fait, en les interviewant, c'est eux-mêmes qui donnent des arguments de
pourquoi ils utiliseraient ou pas le portail. Et donc ensuite, bah, on peut réutiliser ces arguments pour convaincre d'autres personnes en parlant, en utilisant leurs propres mots, voilà, pour faire s'approprier le projet. Alors bien entendu, ça c'est ce qui ressort, mais après voilà, on a en fait des tonnes de notes, de pages sur chaque écran, chaque cas, on a plein de prises de notes qui sont faites et on peut les réexploiter ensuite quand on travaille. Donc après, bah, on rentre chez soi et puis après c'est voilà, on utilise ses compétences métiers pour repenser ça. Donc là en l'occurrence, retravailler sur l'architecture du site, comment on organise les entrées, comment on a un modèle de données qui correspond à ce qu'on a. Donc ça, c'est pas ce qu'on présente aux acteurs, mais c'est sur quoi, par exemple, moi je travaillais derrière avec les prestataires. Deuxième exemple, donc là on avance un peu sur la question du prototypage. Voilà, alors là on a organisé des ateliers d'une heure, donc c'était à l'occasion des rencontres des collectivités locales, donc, qui sont des rencontres usuelles, donc ça nous a permis de toucher une soixantaine d'acteurs. Et là, on leur faisait une simulation du parcours d'utilisation du portail ressources. Donc on leur disait, voilà, vous êtes un élu, un maire, vous souhaitez intégrer, alors la VUE, je sais pas, j'ai laissé ça, mais c'est-à-dire vous souhaitez intégrer en fait la notion de patrimoine mondial dans le PLU, le plan local d'urbanisme que vous êtes en train de mettre en place sur votre collectivité, et donc de quoi vous avez besoin, comment vous y prenez, quoi. Et donc là, voilà, avec le prestataire graphique notamment, lui, il avait commencé à faire des maquettes, ce qu'il y a sur la gauche, vraiment, ce qu'on appelle des zonings vraiment très, très simplistes, pour essayer déjà de voir comment on pouvait agencer les différentes informations qu'on avait en tête. Donc on lui a demandé de faire une version plus, enfin voilà, avec un habillage graphique, mais vous voyez, qui est vraiment très, très sobre. C'était vraiment pas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'image. C'était vraiment simplement pour voilà, montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler, mais qui est suffisamment proche de ce qu'est un site pour que les gens s'y retrouvent. Donc là, il a fait ça en fait pour différentes pages. Et en fait, on avait un parcours, voilà, des parcours possibles entre le point de départ qui était l'accueil du site et puis la page en gros à laquelle nous on pensait qu'il fallait qu'ils arrivent, qui était censé apporter la réponse. Et sauf qu'il y avait plusieurs façons d'accéder à ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'était de voir quel chemin les gens parcouraient, quel était leur raisonnement, pourquoi ils s'y prenaient comme ça. Et ce que ça donne, donc, quand on discute avec les acteurs, donc voilà, ils ont chacun des fiches devant eux et puis ils réfléchissent. Nous, on prend les notes, ils discutent entre eux. Voilà, ça nous permet toujours, notamment les questions de vocabulaire, hein, j'y reviens, mais c'est quand même essentiel de parler le vocabulaire de ses usagers et pas de jargonner soi-même. Et donc, ce qui permet de ressortir, bah, en fait, voilà, quels sont les chemins que les gens empruntent. Donc voilà, quand on a un, deux, trois utilisateurs, ça donne pas grand-chose, mais quand on en cumule 60, bah, au final, ça donne quand même des grandes tendances sur voilà, qu'est-ce qui marche pas, et comment il faut retravailler les choses, que ça soit en termes de vocabulaire, comme je le disais, en termes d'architecture, remonter des informations d'un niveau dans le site, les structurer autrement, voilà, pour ça. Donc là, vous voyez, c'était un peu ce que ça donnait avec des points clés que j'avais identifiés sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc, de manière générale, ce que ça nous a donné, c'est voilà, le fait de se dire, bah, en fait, il n'y a pas une seule façon d'accéder à l'information. Donc, en fait, tout le monde ne fonctionne pas pareil suivant sa maîtrise d'Internet, mais aussi suivant son niveau de connaissance, ses besoins, ses enjeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il veut déjà? Est-ce qu'il a voilà, un besoin précis? Donc, en fait, il fallait qu'on propose des façons d'accéder aux ressources très diverses, voilà, avec une hiérarchisation, donc en l'occurrence, le moteur de recherche étant ce qui était l'entrée universelle, c'est-à-dire que ça marche à tous les coups, c'est Google, donc il fallait proposer en tête de gondole, on va dire. Et puis, ça nous permet aussi, vous voyez, sur la fiche pratique action, ce qu'on appelle, aussi de retravailler les éléments. Donc là, la partie expérience, par exemple, était plus basse en fait dans la page. Et là, les gens nous ont dit, mais non, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des expériences, en gros, de contacter des gens qui sont déjà passés par là pour savoir comment ils s'y sont pris. Donc on a remonté les expériences et les acteurs pour m'aider, vous voyez, plus haut dans la page qu'il n'était au départ. Et puis bah, voilà, des grandes tendances ensuite qui permettent d'avoir des briefs pour la partie conception graphique ergonomique, voire technique. La première, garder les textes très courts, voilà, par exemple, et ça je pense qu'on n'est pas forcément encore abouti, et ce qu'on a mis en ligne n'est pas forcément, correspond pas exactement à ça. C'est-à-dire que j'avais déjà demandé au prestataire éditorial de faire quelque chose de court,
ils avaient fait le plus court qu'ils pouvaient, et en fait, les gens ont dit non, mais là, il y a trop de texte, en fait. Vous dites que c'est en bref, mais en fait, c'est pas du tout en bref. Donc, on voit que voilà, les gens ne lisent pas, et donc il faut de plus en plus être vraiment synthétique. Donc, juste pour donner un peu ce que ça donne en termes de rendu, voilà, entre à gauche, il y a 4 ans, ce qu'on nous avait évoqué, et puis là, voilà, on a abouti avec une fiche annuaire, fiche acteur, qui permet pour un acteur donné bah, de retrouver en fait toutes les actualités liées à cet acteur qu'on a sur le site, les événements liés à cet acteur, les expériences liées à cet acteur, les ressources. Donc en fait, maintenant, au fur et à mesure qu'on publie de l'information sur le site, cette information est qualifiée suivant la nature de cette information et elle est connectée aux autres éléments du site. Donc en fait, plus on rentre d'informations maintenant et plus la valeur du portail augmente. Voilà, donc pareil pour les expériences. Euh, voilà. Et puis la fiche action dont je parlais, donc vous voyez qu'il y a encore trop de blabla à mon goût, il faudra qu'on améliore ça à venir. Juste quelques remarques pour finir. Je vais peut-être pas aller au bout de toutes mes remarques, mais on pourrait revenir dans les questions. Euh, En fait, ça, c'était un des premiers ateliers qu'on a fait, en fait. Et si on ne sait pas à l'avance, nous, ce qu'on veut, et qu'on arrive trop avec une feuille blanche à demander aux gens c'est quoi votre avis sur le truc, voilà, on va collecter beaucoup de choses, peu structurées, et derrière, bah, ça va demander énormément de boulot à retraiter. Donc, en fait, c'est bien de pouvoir arriver avec des éléments déjà structurés, quitte à ce que les gens vous disent non, ça c'est pas, ça nous convient pas, mais au moins c'est plus facile de retraiter derrière. Donc à la fois d'arriver avec des propositions. Ça ne veut pas dire que c'est on a une proposition et c'est ça où à jeter. Ça veut dire qu'on a plusieurs propositions. Ça veut dire qu'on a des éléments qui sont présentés de manière avec des tangibles, avec des supports, des objets sur lesquels les gens peuvent réagir et ensuite c'est plus facile à retraiter, quoi. Voilà, de quel livrable on a besoin. Ça, c'est le rapport que le prestataire éditorial m'a remis au bout de 6 mois. Là. Et en fait, bon, voilà, je lui ai dit, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir un rapport de 40 pages. C'est pas ça qui va m'aider à faire mon site internet. Donc, voilà, à un moment donné, c'est aussi changer la culture de quel livrable on a besoin. Et à un moment donné, ce que le livrable que j'ai besoin, c'est d'avoir un PowerPoint avec des points clés sur c'est quoi le brief de c'est quoi les éléments principaux qu'il faut qu'on retrouve sur le site, de la maquette, voilà, des éléments comme ça. Tu me dis, Olivier, que j'arrête. C'est bon. C'est très très bien, t'es bien là. Je sais qu'il t'en reste que deux, donc c'est parfait. Alors, l'intérêt du test, alors ça, c'était une anecdote que je voulais raconter. En fait, au moment où je bossais sur la conception, là, en fait, le site de Paris venait de sortir sa nouvelle version Paris.fr et ça m'a vraiment bluffé. J'ai vraiment trouvé que c'était côté site public un pas en avant énorme. Et donc, enfin, vous verrez que j'ai en partie repris un certain nombre d'éléments qui étaient dessus. Donc, quand il y a des bonnes idées, il ne faut pas hésiter à les reprendre. Et ce que j'avais super bien aimé, c'était tous ces mots-clés que vous voyez sous la recherche, là, Paris-Plage, stationnement payant en août, etc. Je trouvais ça super bien comme idée. Donc en fait, bah, je me suis dit, bah, super, on va faire pareil. Donc je l'ai mis dans mes maquettes là qu'on a vu tout à l'heure. Et puis en fait, bah, les gens comprenaient pas, mais qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert, on mélangeait les torchons et les serviettes, etc. Donc bon, j'ai pris sur moi, mais bon, comme j'étais un peu convaincu du truc, j'ai essayé de le remettre dans la partie prototype en rajoutant une petite ligne qui disait suggestion de recherche, je ne sais plus comment, quelque chose comme ça. Et puis non, à nouveau des retours où les gens comprenaient pas, etc. Donc je me suis dit c'est pas possible, quoi. Donc j'ai contacté Paris.fr enfin les gens de Paris pour savoir un peu eux comment ça fonctionnait, ce que les gens s'en servaient, etc. Et au final pour qu'ils me disent qu'en fait ils n'avaient pas de retour statistique, ils n'avaient pas mis de stat là-dessus, donc ils ne savaient pas vraiment si c'était utilisé ou pas, mais qu'eux, en termes éditorial, ils avaient eu besoin à un moment donné de remonter des éléments. Donc en fait, ils ne savaient pas si c'était vraiment utilisé, et d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient rechangé leur site, c'est plus en tête de gondole, mais ils ont gardé quand même la logique. Après, peut-être que ça marche très bien pour eux, parce que comme voilà, on n'est pas le même dispositif, le même service, on n'a pas les gens ne viennent pas avec les mêmes usages, donc peut-être que chez eux ça fonctionne, mais en tout cas, c'est pour dire que voilà, il faut toujours tester parce qu'en fait, même un truc qu'on se dit c'est super, ça va pas forcément marcher chez soi, quoi. Et puis le dernier truc, bah, c'est oser le bricolage. Voilà, là, c'était un atelier où voilà, nous, on avait accroché tout autour de la salle, là, sur les murs, toute l'arborescence qu'on avait imaginée pour une des rubriques. Vous voyez, donc c'est collé au milieu, il y a les posters qui étaient déjà là avant nous, là c'est collé au fond, c'est à contre-jour, etc. Mais c'est pas grave, les gens, ils font pas attention à ça. On leur demande leur avis pour de vrai sur des sujets, ça leur convient, quoi. Et là, en même temps, j'avais
préparé, j'avais simulé une petite vidéo, c'est-à-dire qu'on a déjà un audio de 2 minutes et on veut faire un petit diaporama, une petite vidéo à partir de cet audio pour présenter. Donc là, j'avais bricolé sous PowerPoint en termes d'animation un diaporama. Donc je lançais le diaporama et puis le son en même temps, voilà, sur le truc pour leur montrer. Et forcément, le diaporama que j'ai fait sous PowerPoint, c'est immontrable, quoi. Mais c'était vraiment juste pour qu'ils comprennent le concept et c'était suffisant pour avoir des retours. Au final, la conclusion, c'est que la co-construction, ça nécessite une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à entendre les retours et à se remettre en cause. Enfin, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, changer le périmètre ou revoir la façon dont on avait envisagé le projet au début. Ça demande du temps, forcément, plus que si on décide tout seul dans son coin. Puis ça demande des compétences. Et là, en l'occurrence, voilà, les prestataires ne sont pas forcément toujours outillés pour ça. Donc c'est bien quand même quand on peut avoir en interne, ou alors il faut se faire accompagner spécifiquement sur ces démarches-là. Et puis ça produit de la pertinence. Il me semble que voilà, ce qu'on a produit, ça correspond vraiment aux attentes des gens. Et après coup, quand on a d'autres réunions sur d'autres sujets, finalement on voit que ce qui remonte sur leurs attentes, leurs besoins, ça correspond à ce qu'on est en train de bosser sur le portail ressources. Donc c'est hyper satisfaisant. Et puis de l'appropriation, parce que lors des réunions, les acteurs eux-mêmes disent ah oui, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on se voit, qu'on bosse nous aussi pour alimenter les choses, etc. Donc les gens s'approprient. Alors maintenant, entre se dire que ça correspond bien et puis qu'ils le fassent, il y a un pas. Donc ça, c'est le défi qu'il y a à venir, c'est comment obtenir de l'engagement, c'est-à-dire que les gens disent ouais, c'est super ce que vous faites, mais voilà, comment est-ce que maintenant on va faire en sorte que les gens s'engagent vraiment et ils passent du temps pour contribuer. Merci. C'est nous qui te remercions. C'est nous qui te remercions. J'ai une petite question toute bête. C'est est-ce que tu as besoin de ton écran ou pas? Pas forcément. Tu vas pas représenter que des choses Non, dans ta présentation là. non. Donc je peux départager, c'est ça? Ok. Tout à fait. Donc on va passer comme ça. Ouais. Ok. Très bien. Donc dès que j'arrive à enlever ça, ce serait super. Donc il y a beaucoup de questions. Il y a une question qui est, alors je les ai mis dans un coin là. Il y a une question qui va tout de suite avec ce que tu nous disais à l'instant par rapport à l'engagement. C'est quoi tes modalités de feedback des ateliers aux gens qui ont participé? Comment tu les as informés de tout ça? Tu avais un moyen ou pas? Alors quand on fait des rencontres régulières là, qu'on organise avec tous les acteurs du territoire, on a toujours une restitution qu'on met sur le site web et qui paraît dans la newsletter. Et donc dans le document de restitution, il y avait également par exemple le petit schéma que je vous ai montré avec corrigé en rouge par-dessus là, il était inclus dans cette présentation, quoi. Donc on revenait vers eux avec des retours. Donc après, des fois ça peut aussi prendre du temps parce qu'il faut aussi que nous on digère les éléments. Donc il y a des moments où on va pas forcément directement revenir vers eux pour dire exactement qu'est-ce qu'on a fait pendant l'atelier, quand c'est des ateliers dédiés. Mais voilà, même si c'est 5, 6 mois après, quand on les revoit, on dit voilà, on a avancé sur le sujet. Et après, c'est là où à un moment donné, si on a vraiment pris en compte ce que les gens avaient dit, ils vont s'y retrouver, ils vont dire ah oui, ça correspond bien à ce que vous aviez dit, etc. Le pendant, l'autre question qui est un peu le pendant de la première, c'est et les décideurs dans tout ça? Les gens qui donnent des ordres, le président du syndicat mixte et les administrateurs. Comment ils sont associés à ça? Comment vous avez fait? Alors, en fait, on est un double satellite puisque on est une structure vraiment particulière, comme je le disais. Nous, on est basé à Tours. Les sièges des régions sont à Orléans et Nantes. Donc, on est à la fois, on est un peu loin du cœur, loin des yeux. Donc, on a quand même une assez large autonomie dans la mise en œuvre de nos actions. Après, on a le comité syndical qui est l'instance officielle, donc qui était des opportunités pour présenter l'avancement du projet aux élus lors de ces comités. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une structure où on a un travail, on va dire quotidien ou même hebdomadaire avec les élus, quoi. D'accord.
Et par contre, du coup, c'est pour ça qu'on avait cette équipe projet avec la directrice, la secrétaire générale, où là, voilà, on faisait des points d'étape. Et quand il y a eu des arbitrages même importants à faire, finalement, on l'a fait en équipe, parce que ce qui était important, c'était que toutes les personnes de l'équipe se sentent impliquées et partie prenante du process. Donc c'est quelque chose qui se date depuis 2013, donc c'est sur 4 ans. Est-ce que tu l'as raconté? Est-ce que t'as mis ça par écrit à un endroit pour partager avec les gens qui font des sites internet dans les collectivités ou enfin la partie documentation en tant que telle et récit, est-ce que tu t'y es collé et notamment dans la dimension du fail quoi, des erreurs apprenantes, est-ce que tu as écrit ça quelque part? Alors, c'est ma bonne résolution 2017. Et je remercie de l'invitation pour ça, parce que ça m'a permis de mettre un peu de boost pour préparer aujourd'hui. Mais en fait, voilà, là, j'ai raconté 20% de ce que j'ai à raconter, je pense. Donc, voilà, j'ai commencé à noter un peu ce qu'il fallait que je raconte, et j'avais l'idée en 2017, de faire un petit livret qui raconte tout ça. Donc il faut que j'arrive à me motiver pour pas que ça traîne, et que pendant que là je suis un peu chaud, j'enchaîne là-dessus. D'accord. Moi, c'est un point sur lequel je voulais revenir, c'est qui est très intéressant. C'est alors déjà, tu l'as dit plein de fois, tu as outillé pour ton dialogue avec tes parties prenantes. Alors, dans une mairie ou dans une collectivité, ce serait des citoyens, mais toi, c'est plus des acteurs. C'est le fait de ce type de collectivité, enfin de structure territoriale. Mais au-delà de l'outillage, il y a aussi cette idée on fait du quali avec des petits groupes et on fait du quanti avec des plus grands groupes. C'est-à-dire, on explore avec des amis et on vérifie avec des grands groupes. Est-ce que tu as tiré des conclusions de ça? Je t'ai entendu dire tout à l'heure, à partir de 20, on sait où on est, mais est-ce que tu as plus de choses à nous dire sur cette question-là? C'est vrai que cette question des acteurs complices, là, nous, c'est vraiment bien, parce qu'on tisse des relations de confiance qui permet vraiment de dire les difficultés qu'on rencontre. Voilà, on peut avoir du retard, ça peut être compliqué, on peut se poser des questions, et on peut s'ouvrir de manière assez franche avec les partenaires pour et du coup eux aussi le font, et ça permet aussi de mieux comprendre c'est quoi leurs difficultés. Parce que on peut avoir l'impression de se dire mon projet portail c'est super, tout le monde va l'adorer, et puis en fait c'est bien aussi de se rendre compte que les gens ils ont d'autres problèmes que ton portail à toi, et que du coup il faut que tu entendes ça pour leur proposer des solutions adéquates, quoi. Voilà, mais c'est vrai que souvent euh, ces petites réunions où on est une dizaine, voilà, ça permet de ressortir, y compris les choses qui font mal. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. J'ai également noté la présence d'un ami. C'est un peu comme à Qui veut gagner des millions. On peut faire appel à un ami, la personne du contrôle qualité de danger qui est venu te filer un coup de main. Je pense que c'est aussi l'émergence d'une communauté qui permet ce genre de choses-là. C'est très très intéressant de savoir qu'on peut se reposer sur des collègues qui peuvent travailler avec toi. J'ai trouvé ça très intéressant. Le temps de dépouillement, est-ce que c'est quelque chose de très lourd? Oui. Non, mais voilà, faut être clair. C'est pour ça que plus c'est structuré et plus mieux c'est. En même temps, parce que voilà, il y a des fois c'est nous qui prenons les notes, des fois les gens on les fait écrire sur les post-it, etc. Mais finalement, et du coup systématiquement, je fais une ressaisie de tout ce qui a été fait de manière manuscrite, pour avoir la trace numérique, quoi. Et du coup, en fait, ce temps de saisie, de ressaisie, c'est super long, mais en même temps, du coup, tu t'appropries les contenus, tu les digères, et après, ça t'aide vachement pour maturer et ressortir. Enfin, tu vois les éléments qui ressortent. Je me rappelle avoir fait ce travail avec un collègue là, où on avait repris, voilà, on avait des posters bourrés de post-it, et on s'était mis tous les deux. Moi, j'étais au portable, lui, il me les lisait, et moi, je tapais.
Et du coup, ce collègue qui est pas du tout branché sur ces trucs-là, bah voilà, il s'est approprié les éléments avec moi et ça nous a permis de vraiment être ensemble ensuite dans la co-construction des idées, quoi. Donc il y a aussi une dimension mécanique qui fait qu'au bout d'un moment, tu les rentres en, enfin, ça te permet tu fais ça machinalement et tu peux réfléchir et agréger au fur et à mesure toutes les informations que tu as. C'est quelque chose qui est intéressant, le dépouillement pour ça, parce que ça permet d'avancer dans sa réflexion de façon forte. Moi, j'ai souvent été confronté à ça aussi. Je voudrais revenir sur, alors quand tu disais, on était dans des salles moches et on faisait ça en se posant sur les posters, etc. C'est ce qu'en design on appelle ça le quick and dirty, c'est de l'anti-communication finalement. Oui, c'est-à-dire que enfin, je sais pas, dans notre posture, par rapport aux acteurs qu'on rencontre, ça permet justement de casser peut-être une image qu'on avait il y a un bout de temps, qui était, voilà, vous êtes l'UNESCO, vous êtes un peu au-dessus du monde, mais en fait, on est tellement au-dessus du monde que les gens avaient l'impression qu'on les regardait de haut. Et là, du coup, en allant chez eux, en se mettant à leur niveau, entre guillemets, enfin voilà, il y a pas de hiérarchie à faire, ça permet aussi d'être plus écoutés parce que les gens ont l'impression qu'on les respecte. Bah écoute, c'est très bien. Moi, alors j'ai une demande des gens du CNFPT qui demandent si tu voudrais bien présenter ça à l'Université de l'Innovation Publique et puis si tu voudrais enfin capitaliser avec nous et partager avec nous. Je pense que c'est quelque chose qui est une demande, hein, Michael. Mais je pense pas que ça te posera de problème. Il faut que je termine ce livret déjà pour formaliser et puis vous le transmettre. Ça vous permettra aussi d'avoir une idée de la matière. Euh, et enfin, juste une anecdote qui me revenait par rapport à ce que je disais juste avant. À un moment donné, c'est quand ma collègue qui fait l'accueil à la mission Val-de-Loire, voilà, et quand elle m'a dit ah ouais ça va être pratique parce qu'on va pouvoir on va avoir toutes les réponses pour les gens qu'on a en contact et tout. Là je me suis dit enfin voilà j'ai gagné parce que le but c'est que ça soit un outil qui nous serve nous dans notre travail quotidien. Et cette collègue qui reçoit les gens au téléphone, qui reçoit les mails avec enfin, voilà, toutes les demandes les plus farfelues qu'on peut avoir. Voilà, c'est dit, bah ouais, là, on retrouve toutes les réponses aux questions qu'on nous pose, et je me suis dit, voilà, ça, c'est important. J'ai une question technique. T'es en responsive design derrière vous avez pensé au mobile ou Oui, alors, sur le site, oui, oui, alors du coup, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que comme on est basculé sur finalement l'idée de se dire, bon, on va refondre le site, c'est que ça a permis d'intégrer des questions, enfin des idées d'évolution qu'on avait du site, mais qu'on n'avait pas, qu'on avait dans les cartons, qui étaient, bah, en effet, rendre le site responsive pour être accessible mobile et tablette, et puis qui était d'intégrer, de faire converger en intégrant des contenus multimédia qu'on avait sur des bornes, une expo qui était sur borne et puis sur une application mobile qu'on était en train de développer. Donc en fait, ça a permis d'agréger plusieurs besoins dans un méga projet plutôt que finalement faire juste le petit portail ressources dans un sens et puis après coup d'être obligé de rajouter des couches dedans, quoi. C'est pour ça que ça nous a donné un projet plus pertinent. merci. Ben, je vais te poser une dernière question et qui peut te permettre, à mon avis, de faire une conclusion parce que donc il y a une idée qui est présente derrière tout ça, qui est l'idée de l'expertise d'usage. C'est toi comme moi, on défend l'idée que les usagers sont des experts de leurs usages. Et là, tu l'as fait en vrai et tu sors de cette expérience confortée dans ton idée. Tu l'as vu émerger, cette expertise d'usage, véritablement dans ce projet ou globalement, tu penses que si tu avais bien travaillé dans un coin avec trois ou quatre personnes, tu serais arrivé à quelque chose de sensiblement comparable, à part sur la place des rubriques dans la page. Non, non, c'est sûr que ça a changé les choses. C'est-à-dire, euh, à la base, le portail ressources, quand même le nom centre de ressources qui était au départ, centre de ressources, voilà, la première image que tout le monde a d'un centre de ressources, c'est des étagères avec des trucs qui prennent la poussière dessus, quoi. Et, et, et surtout, c'était comment on évite de faire ça. Et c'est en discutant avec les gens, avec
en recueillant quels étaient leurs besoins, leurs usages. Ça nous a permis de comprendre qu'en fait, eux, ils avaient deux grands besoins, qui étaient soit connaître, ils voulaient connaître c'est quoi le patrimoine, c'est quoi le Val-de-Loire, c'est quoi le territoire, ou ils voulaient faire des projets. Et ils avaient besoin d'aide pour mener à bien leurs projets. Et du coup, plutôt que de leur donner des ressources, on leur a donné, on a mis, alors il y a toujours cet aspect bibliothèque, c'est-à-dire que si je cherche, si je sais exactement ce que je veux, bah, je vais dans l'entrepôt, je suis les rayonnages, je lis ce qu'il y a devant l'armoire et puis je vais chercher le bouquin que je voulais. Mais si je sais pas ce que je veux, j'ai une sorte de guichet en fait numérique où j'arrive et je dis voilà, moi ce qui m'intéresserait c'est d'en savoir plus sur les jardins à la française. Et une fois que je suis rendu là, là on va me rediriger, on va me dire bah voilà, au sein de la bibliothèque il y a tel endroit, vous avez tel acteur qui peut vous aider, vous avez tel bouquin qui est sorti, telle expo itinérante, etc. Et de l'autre côté c'est les fiches pratiques, c'est ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, j'ai un besoin, je veux développer la navigation de loisirs. Pour développer la navigation de loisirs, c'est quoi les grandes questions à se poser avant de démarrer? Quelles sont les expériences sur les territoires qui font ça? Quelles sont les ressources à disposition? Donc en fait, on préformate en fait une réponse qui ensuite t'agrège en fait les ressources pertinentes pour ça. Et ça, c'est vraiment ressorti de l'interaction avec les utilisateurs. Et quelles fiches actions on fait? On les fait en fonction de c'est quoi les usages, c'est quoi les projets que mènent les acteurs sur le territoire, quoi. Il n'y a que eux qui peuvent savoir ça. Ok, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Il me reste à remercier Michael pour son intervention et la réponse à ses questions. On est monté à une dizaine de participants, c'est un peu moins bien que la semaine dernière, mais elle sera enregistrée, elle sera disponible, cette conférence, elle sera disponible sur le site dès lundi. Voilà, merci encore Michael. À bientôt, au revoir.